Loin du fracas de la ville, de ses nuisances sonores et de ses tensions permanentes, sur une côte déserte du sud de la Corse, dans une anse magique que les locaux nomment la plage d'argent, Paul et Karine s'adonnent au plaisir simple de la promenade bucolique tout en détente. L'environnement est magique, paradisiaque, propice à l'évasion, à la paix intérieure. Car dans cette anse sauvage, les paysages évoluent au rythme naturel des éléments et des saisons, sans tourment ni agression. Paul et Karine expérimentent alors ce magnifique chemin qu'est la renaissance intérieure, la connexion avec les énergies qui nous englobent, la réconciliation de l'esprit et de l'âme. Ah, quelle quiétude, mes amis! Quel bien-être! Quelle douceur! Qu'est-ce que tu nous fais là? Du reiki? C'est de la réflexologie. Je marche dans le sable mouillé parce que c'est un très bon exercice pour l'organisme. En fait, c'est une sorte de réflexologie plantaire naturelle. Je pense que je vais te rejoindre et faire comme toi. Parce qu'avec toutes ces marches en montagne, j'ai les tensions dans mes pieds là. Et surtout que j'ai le petit orteil enflé là, tu vois. Ça doit être la goutte. Hein. La goutte. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, pas? Ils ont une drôle de tête, tes pieds. C'est bon, j'ai pas coupé les ongles. Et alors, les tiens, ils sont plus beaux. Bah oui, ils sont soignés au moins. Chef, ils sont plus longs que les miens. Combien tu fais? 45 ou quoi? Avec les ongles. Ça fait du bien, hein? Ah oui. Et tu crois qu'il faut mieux se mettre dans le sable sec ou le sable mouillé? Bah déjà, le sable sec, c'est une surface plus souple que les terrains habituels. Donc du coup, ça entraîne une déperdition de l'énergie au niveau de l'appui qui est compensée par les muscles inférieurs. Donc je te dirais que si tu veux commencer, dans un premier temps, il faut mieux débuter par du sable mouillé parce que la surface est un peu plus ferme. Ouais. Tu as tout à fait raison. En même temps, ça fait un super travail pour la voûte plantaire. Moralité, il vaut mieux laisser les chaussures et marcher tout en pieds nus, quoi. Ben, l'avantage, c'est que ça masse et que ça détend. Hein. Et c'est très très bon que tu aies les pieds creux ou plats. Bon, après, l'avantage de marcher dans le sable sec, c'est que tu reproduis un mouvement physiologique naturel du pied. Tu vois, c'est le vrai déroulé du pied. Tu vas appuyer la cheville, la voûte plantaire et la pointe. Et ça, c'est un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire dans la vraie vie, ni quand on est en montagne, ni même en ville, parce que déjà, tu as le sol qui est très dur, et puis aussi, il y a la rigidité de la cheville. Donc en fait, le fait de marcher dans le sable, ça va te permettre de muscler tous les muscles qui sont à l'intérieur de ta cheville et du pied. Ouais, c'est très bien pour la voûte plantaire, et ce, dans un environnement magnifique. Ça, oui. Et en plus, au bord de la mer. À l'air pur. On sait très bien que l'air marin est très bon pour les capacités pulmonaires. Et oui. Et moi, je pense qu'il vaut mieux faire notre exercice dans le sable mouillé et dans les pieds complètement dans l'eau. Ouais, bah, marcher dans l'eau, de toute façon, c'est très très bon pour la circulation sanguine, c'est drainant et en plus, ça délasse. Ouais. C'est vrai que marcher dans l'eau, les mollets complètement dans l'eau, c'est bon pour la circulation sanguine et c'est aussi un très bon exercice
pour les personnes qui ont les jambes lourdes comme nous. Hop, ça fait du bien. Hein? Bonheur. C'est quoi cet exercice-là? Ça, c'est l'exercice de Polo le goûteux. La goutte. Franchement. Ah. Et en même temps, ça t'évite de te mouiller les habits. Hop. Ah, la goutte, mon cher Paul. C'est vrai que Karine n'a pas été très gentille avec toi sur ce coup-là. Surtout que tu le sais bien. La goutte, le surpoids, le diabète et tant de pathologies modernes sont le fait d'un mode de vie stressé, où les gens ne prennent plus le temps, n'entretiennent plus leur corps, se nourrissent de plus en plus mal. C'est le mal d'un monde où l'humain est déconnecté de la nature, de ses origines. Oui, tu le sais bien, toi qui préfères le maquis à la ville, les rochers au béton. Entre nous, il suffirait juste que tu surveilles un peu ton alimentation, que tu diminues la charcuterie et le fromage, que tu consommes un peu plus de légumes, que tu pratiques parfois le jeûne pour que tu retrouves le corps svelte et musclé d'autrefois. Je dis ça, je dis rien. Et comment vont tes pieds, mon ami? Très très bien, ma chère. Tu vois, ce n'était pas la goutte. Là, mes pieds, ils volent. Et j'ai bien fait de t'écouter, hein, Je vois ça, ouais. de me relaxer la plante des pieds dans le sable. Et ça m'a donné à réfléchir, figure-toi. Je me suis dit, Paul, cette semaine, eh ben, tu vas rester en harmonie totale avec la nature, te connecter avec les arbres, avec les roches, et même, je vais me détoxifier le corps en me fabriquant des jus. Bon, on fera ça quand on rentre à la maison. Hein. Parce que franchement, là, à part le rayonnement du granit, je vois pas ce qu'on peut faire. Tu rigoles ou quoi? Regarde, avec toutes les plantes bénéfiques qui nous entourent, là, un bon jus, ça va être merveilleux pour tout ça. J'ai jamais bu de jus de maquis. Ouais, surtout, il ne faut pas que je me trompe dans les doses. On pourrait utiliser l'immortel, non? Ah non, non, elle est trop sèche, celle-là. Ouh, ça c'est du genévrier, ça sent bon. Ouais, pas le phénicien. Ça sent bon, mais c'est pas bon. Ah, ça non plus, c'est pas bon. C'est de l'herbe. C'est bien ça. On fait pénitence dans les buissons piquants. Oh. Ah, ça, de l'arbousier, ça c'est bon. Il y a beaucoup de feuilles, ça fait du jus. Voilà, regarde. On va manger même les clochettes. Non, les feuilles, on les presse, ça va couler. Ah, genévrier à gros fruits, avec les baies. Ça c'est bon pour l'estomac. Je vais peut-être prendre cette immortelle, non? Regarde. Prends-en un petit peu, l'immortelle, il faut bien doser. Hein. Mais elle a l'air plus fraîche que l'autre là-bas. Ah, un peu de myrte. Un peu de lentisque. Ça, c'est bien aussi pour les jambes lourdes. Hein. Mmh. Ah, c'est beau! Et de la salse pareille pour la circulation du sang. Bon, il en faut des quantités astronomiques, mais ça suffira. Hein. Ah, de l'immortel, c'est fort, il ne faut pas mettre beaucoup. Hein. Il est pas mal, hein, le bouquet. Hein. C'est joli. On peut se faire au moins 2 beaux verres de jus avec ça. Hein.
On va se faire un cocktail. Cocktail mortel. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, j'observais mon bouquet. Le pouvoir magique des herbes. Savez-vous que la tradition des élixirs remonte à la nuit des temps? Au Moyen-Âge, c'était souvent les femmes qui se transmettaient le secret des élixirs. Certains de vrais poisons pour se débarrasser de maris encombrants, d'autres des remèdes efficaces pour éloigner les maladies, le mauvais sort, pour rendre la femme fertile ou s'attacher les services d'un amoureux. Chut! La pratique était secrète et interdite. Bon, les secrets de fabrication, ça va, je vais pas répéter. Hein. C'est vraiment un cachotier, Polo. Hein. Ah. Bois le breuvage du chaman. C'est vert, hein? Hein? Allez. Bon, c'est pas très attrayant, mais par contre, c'est bon. Comment tu te sens, hein? Je me sens bien. Somme toute, j'étais pas malade avant. Hein. Malade ou pas, avec cette potion, tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu vas être vital. Allez, Fabé. Ouh! Ah bah dis donc, mon cochon. Ah, Santé. voilà. Et ça fait des millénaires que les médecines traditionnelles sont fondées sur les énergies du corps et du cosmos pour soigner les hommes. Et ça vaut bien mieux que certains médicaments. Oui, enfin, ça dépend de quoi tu souffres. Hein. Mais bon, c'est vrai, je te l'accorde, le placebo fonctionne. Ouais, bien évidemment, il y a une part de croyance un peu là-dedans. Hein. Et si tu es intimement convaincu que ce que je te livre et que ce que je veux te faire boire est un remède efficace, alors tu auras fait la moitié du chemin vers la guérison. Eh bien, justement, c'est ce que je te disais, c'est l'effet placebo. C'est le pouvoir de l'esprit. Et si tu es intimement convaincu que la maladie va te terrasser, ben, là, c'est pas très bon pour toi. Hein. Tu sais, il y a quand même des expériences extraordinaires, surtout en ce qui concerne l'hypnose. Mhm. Le médecin, il va t'hypnotiser, Karine, endors-toi. Et là, avec son doigt, il va te toucher, par exemple, sur la main, et il va te dire que c'est une cigarette allumée qui va te toucher la peau. Et là, eh bien, ta main va réagir. En fait, tu vas y avoir une réaction, il va y avoir une inflammation, une rougeur et aussi la cloque de la brûlure. Oh, c'est dingue. Ah oui, souvent c'est le cas. Il est persuadé qu'en fait, à la place du doigt, c'est une cigarette qui a brûlé sur la main. Et là, l'esprit va réagir et sur ta main, il va y avoir la brûlure. Le pouvoir de l'esprit. Ils sont forts, les hypnotiseurs. Ouais, mais comme quoi, le moral joue une place très importante dans la guérison d'une maladie, tu te rends compte? Et tous ces gens qui travaillent sur les énergies, sur les plantes ou sur les pierres, ben, leur travail n'est pas quantifiable, comme si tu prenais un médicament, par exemple. Mais par contre, on obtient de vrais résultats. Hein. Eh oui. Et ça, c'est peut-être l'effet placebo, je ne sais pas. Mais il y a autre chose. Et ce qui est sûr, c'est qu'on oublie toujours qu'avant toute chose, ben, on est énergie avant d'être matière. Et ça, la nature nous le démontre chaque jour et la physique quantique nous le prouve. Nous sommes énergie vibratoire consciente avant d'être la machine humaine. Et les chamans, les guérisseurs ou les magnétiseurs, en fait, ce ne sont pas des charlatans. D'ailleurs, même si on n'arrive pas à quantifier leurs soins, il y a quand même des résultats assez probants. Et en fait, ben, souvent, eh ben, ils arrivent à soigner des choses que la médecine occidentale ne soigne pas. Ben, c'est bien la preuve que ça fonctionne. Eh oui. Oh, tu bois beaucoup quand même. Hein. Ça va pas? Polo, t'es tout vert. Oh là là! Ça me lance. Pense à l'effet placebo. Oui, placebo, placebo. Oui. Oh, ça lance. Il est parti à une vitesse.
Mais bien évidemment, les plantes renferment de véritables substances médicales et il faut savoir ne pas en abuser. Par exemple, certains mélanges sont laxatifs et conviennent parfaitement aux personnes qui en ont besoin. Ne s'improvise pas apothicaire qui veut, mon cher Paul. Que cela te serve de leçon. Car tous ces savoirs ancestraux s'appuient sur une très longue expérience, durant lesquelles des générations d'hommes et de femmes ont testé les effets de telle ou telle plante, travaillant ainsi sur les dosages, les associations, les interactions. D'ailleurs, je trouve cela fascinant. Comment les hommes ont appris de la nature, ce qui était toxique, ce qui était bon, ce qui apportait des aides, des remèdes. Quel incroyable savoir quand on y songe. Et puis, il n'y a pas que les plantes, bien sûr. Savez-vous que l'on neutralise les venins avec d'autres venins ? Savez-vous qu'il existe des protocoles énergétiques pour ôter la brûlure, pour réduire l'inflammation, faire disparaître les verrues ou l'urticaire ? Il y a même des guérisseurs qui travaillent dans le secret auprès de grands sportifs pour les aider à soigner des problèmes musculaires ou des tendinites. Eux travaillent avec les énergies du corps et du cosmos. Mais tout cela est bien secret, soigneusement caché. Car la loi interdit l'exercice illégal de la médecine. On ne brûle plus les sorciers, mes amis, mais on les condamne toujours. Est-ce que c'est joli par ici? Ouais, c'est magnifique et j'adore. Mais dis, tu as fouillé dans mon manteau? Qu'est-ce que tu vas dire par là, toi? Heureusement que j'ai sauvé tes beaux cailloux, là. Ouais. Je sais qu'ils étaient tombés par terre. Non, ils étaient là, sur le rocher, naturellement. Oh, pas dans le... Oubliés dans les chaos. Tu sais, tu dis que le vivant est très chargé en énergie, mais tout ce qui est cristaux et minéraux aussi. Alors, certes, l'énergie est différente, mais elle possède un vrai pouvoir curatif aussi. C'est bien vrai tout ça. Et tu vois, l'usage de ces cristaux, de tous ces minéraux, pour soigner ou soulager des maux, des blessures, eh bien, est vieux comme l'humanité. Et il se retrouve un petit peu partout dans toutes les cultures et aux quatre coins de la planète. Et cet usage se recoupe souvent avec toutes les médecines traditionnelles. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a deux approches, ou du moins deux méthodes. Alors la première méthode, c'est le fait de porter les pierres sur soi. Évidemment. Pour en fait profiter de leur énergie positive, pour profiter de leur rayonnement. Bon, certes, c'est un rayonnement qui est de faible intensité, il ne faut pas s'attendre à... Il agit un petit peu, tu sais, comme un traitement homéopathique. Il est imperceptible, mais il est très efficace sur le long terme. Et là, du coup, tout ce qui est maladies chroniques, douleurs, dérèglements hormonaux, tout ça, petit à petit, ça va s'atténuer. Et la deuxième méthode consiste à coupler l'énergie de ces cristaux à des méthodes de massage traditionnelles. Et c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes comme les acupuncteurs ou les acupresseurs qui vont les utiliser. Et l'énergie de ces minéraux va en quelque sorte intensifier la force des aiguilles et des pressions pour aider cette énergie à mieux circuler dans ton organisme. Tu as bien sûr entendu parler des chakras. Mais évidemment. Eh bien, ces minéraux vont contribuer à les activer, tout comme ce qui nous entoure, la roche, la terre, les arbres. Les plantes. Et nous, ma chère, nous avons 7 chakras, à en croire les médecines indiennes et chinoises. C'est ça, 7 chakras qui correspondent en fait aux 7 passages principaux de l'énergie entre les éléments et ton organisme. Et ces 7 chakras vont circuler à travers tout le corps, tout le long de la colonne vertébrale, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Gratte-moi un peu le dos là. Et tous les chakras sont reliés soit à une partie du corps, soit à un organe. Et normalement, les chakras vont être tous en harmonie. Et là, bien sûr, quand ils sont en harmonie, l'énergie va circuler dans le corps et ça va se déduire par en fait une bonne santé physique, mentale, émotionnelle aussi.
Et lorsqu'une personne fait un blocage, et bien là, ça veut dire que peut-être un chakra est déséquilibré. Eh ben, c'est justement là qu'interviennent les minéraux. Ils vont aider à rétablir l'ordre au niveau des chakras. Et comme chaque chakra est représenté par une couleur, une sorte d'aura, eh bien, il va falloir y associer une pierre de la couleur correspondante. Elles sont belles, hein? Très belle. Et très efficace. Il y a des petites paillettes dorées dans celle-là. Mais moi, je préfère la sodalite, ma bleue, à moi. Oh, je purifie l'air tout autour de toi. Ça chauffe là, tu veux me brûler ou quoi? Eh, t'inquiète pas. Comment t'inquiète pas? Toi, tu veux m'immoler, je veux pas finir un sacrifice. Oh. Oh, mais c'est une séance d'harmonisation des chakras, c'est pas un sacrifice humain. Non, non, ça va pas ou quoi? C'est papa. Oh. Allez, allez, ça va. Là, on a bien tout purifié. Donc, je vais pouvoir placer toutes les pierres sur ton corps. Le long de ta colonne vertébrale, en fait, sur tous les points énergétiques de ton corps. Allez. Donc, pour cette séance, déjà, Oui. j'ai purifié mes pierres en les passant sous l'eau. Je les ai bien essuyées et ensuite, je les ai rechargées à la lumière du soleil ou à la lumière de la lune. Hein. S'il y en a certains, c'est à la lumière de la lune. C'est vrai. Donc, on va placer. Le premier chakra, c'est le chakra racine. C'est je suis, c'est celui qui représente ton ancrage. Donc, ce sont des pierres rouges. Tu vois, là, j'ai la jaspe rouge. Mais tu peux aussi avoir le rubis ou le grenat. Alors, celle-là, elle est située là. Oui. Au début de ta colonne vertébrale, hein, à peu près, au niveau du coccyx. Ensuite, il y aura le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est je fais. En fait, il représente ta force. Et c'est la cornaline. C'est toutes les pierres de couleur orange. Donc, il y a la cornaline, mais tu peux avoir aussi la topaze ou l'ambre. Celle-ci, elle va être au niveau du nombril. Le nombril, chez moi, il est plus haut. Il est si haut. Ouais. Là. Après, tu as le chakra du plexus solaire. Je fais. C'est celui qui représente tes émotions, avec des pierres de couleur jaune. Donc, tu as la citrine. Tu peux avoir aussi l'œil de tigre. Celle-là, elle est au milieu de l'abdomen. Oh, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est j'aime. C'est celui qui représente tes sentiments, l'amour. Et celui-ci, évidemment, il est près du cœur. Et ce sont des pierres de couleur verte ou rose. Donc là, j'ai la pierre de jade. Tu peux aussi avoir l'émeraude ou le quartz rose. Près du cœur. Ensuite, tu as le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, il est représenté par des pierres de couleur bleue. C'est je parle, il représente la communication. Et il va être placé juste ici au niveau de la gorge. Alors là, c'est la sodalite, mais tu peux avoir aussi des pierres de couleur plus claire comme la turquoise. Ah, sodalite, c'est beau. Le chakra du troisième œil, je vois, il représente l'instinct. Et il est situé au milieu des sourcils, en plein milieu du front. Ce sont des pierres de couleur bleu clair ou violette. Là, tu vois, j'ai une améthyste. Et enfin, le chakra coronal ou le chakra couronne. Celui-ci, il est placé tout en haut de la tête, au sommet du crâne. Et il représente en fait la sagesse, l'harmonie, la spiritualité. Et il est représenté par des pierres de couleur blanche ou dorée. Là, c'est un cristal de roche, mais tu peux aussi avoir la pierre de lune ou le quartz blanc. Tu la mets comme ça. Et en fait, tu vas rester comme ça une trentaine de minutes. Tu peux aussi t'entraîner à faire un exercice de visualisation. Tu penses très fort à la couleur du chakra que tu as envie de rééquilibrer. Et tu peux faire ça tant que tu veux, hein, plusieurs fois par mois. Je m'envole vers un monde inconnu. Ça y est, je crois que tu es parti au pays des songes.
quand le mental cesse de s'imposer, que la petite voix intérieure peut s'exprimer et l'énergie circuler librement en toute sérénité. Tout le sud-ouest de la Corse, aujourd'hui si paisible, si désert, était jadis une terre d'abondance, cultivée et peuplée. On la nommait alors la Rocca, la terre des seigneurs, car elle était le berceau de 4 des plus grandes familles insulaires, les de Lecca, d'Ornano, d'Istria et della Rocca. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Corse, ces 4 familles seigneuriales furent longtemps d'ardents opposants à la colonisation génoise de l'île. Elles tiraient leur richesse de cette terre littorale, fertile, alimentée par les vallées fluviales du Rizzanese, de l'Ortolo et de Baraci, une terre vallonnée de petits villages et de hameaux fort prospères. Ce sont les guerres et les razzias barbaresques qui ensuite forcèrent les populations à quitter ce lieu d'opulence, à délaisser ce petit paradis vert pour se réfugier dans les montagnes du centre de l'île, l'Alta Rocca. De cet exode, il reste quelques souvenirs enfouis, des murets écroulés, des roches sculptées qui continuent d'alimenter la légende d'un âge d'or oublié. Oui, les amis, la Rocca fascine. Il flotte dans ses vallées étroites et ses forêts denses, un parfum de légendes et de sombres histoires, où se mêlent l'héroïsme et le fantastique des temps chevaleresques. Qui sait ce que l'on peut rencontrer ici, au détour d'un chemin, d'une roche dressée ou d'un tronc centenaire? Un bosquet, un champ, et puis encore un bosquet. C'est beau, hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais... Allez! Marche! La balade en forêt est au rythme des arbres, ma chère. Ça fait 1 heure qu'on marche, on a fait de quoi? 2 kilomètres? Piano, piano. Je ne sais pas, moi. Profite. Respire. Souffle. Contemple cette belle nature. Parce que moi, il n'y a qu'ici que je me sens bien. Hein, et j'y reviens chaque jour parce que les plantes et les arbres me procurent un bonheur fou et un certain bien-être. C'est vrai qu'ici, on est bien loin du stress des villes. Ouais. Tout ce bruit, les gens... On est plus serein, tout simplement. Hein. Tout à fait. C'est surtout que les arbres nous procurent une énergie positive. Et d'ailleurs, il y a des études scientifiques qui le prouvent. Tiens, au Japon, lorsqu'il y a des gens en dépression, ils vont voir le docteur. Et le docteur va leur prescrire une ordonnance. Et l'ordonnance est, vous allez vous balader en forêt. Et on appelle ça les bains de forêt. Non. C'est pas beau, ça? Les bains de forêt. C'est plutôt bien trouvé. Hein. Mais bon, c'est vrai que, je vais te dire, il y a certaines essences qui diffusent dans les airs des terpènes odorants. Ce sont des molécules aux propriétés odoriférantes. Eh bien, il y en a beaucoup qui vont agir sur nos fonctions respiratoires. C'est vrai. Et il y en a même certaines qui vont avoir le pouvoir de renforcer notre système immunitaire. Ah, ça c'est vraiment la génération pressée. Et les terpènes dans tout ça? Enfin, les molécules sont tout autour de nous.
ronchonnes, mais tu es en retard. Je savais pas que tu étais là. Et ça fait un moment que je t'attends. Et je suis en retard, pourquoi exactement? Pour la connexion, ma chère. Parce que ce magnifique chêne liège nous invite à une connexion beaucoup plus profonde et plus personnelle. Parce que cet arbre, avec ses racines très profondes, est connecté avec les forces telluriques, les forces de la Terre. Et avec ses feuilles, il est connecté au cosmos. Et nous, les êtres humains, on oublie souvent que chacun d'entre nous est énergie avant d'être corps physique. Ça, c'est bien vrai. Et oui, on est une énergie vibratoire. Et on est en connexion avec toutes les forces terrestres et les forces du vivant. Et les chamans, aussi les guérisseurs, les magnétiseurs, vont utiliser l'énergie pour leur travail. Et toi, tu peux faire pareil. Si tu te concentres, si tu arrêtes de courir, il faut se poser et tu vas explorer ta conscience. Bien entendu, il faut prendre son temps. Il faut demander l'autorisation à ce bel arbre. Ensuite, tu vas lui faire un câlinou. Tu vas l'enlacer. Tu vas d'abord le sentir son écorce, fermer les yeux. Et ensuite, avec tes petits doigts, tu vas ressentir l'énergie pénétrer dans tes membres et envahir ton corps. Et là, avec un peu d'entraînement, tu vas connaître le pouvoir de l'arbre. Eh oui. J'entends battre son cœur. Ah, tu vois, ça commence à marcher. Il faut que tu t'entraînes et tu verras progressivement. Tu vas ressentir tous les battements de tous les arbres que tu vas rencontrer. Là, on l'entend bien. C'est que ça marche. Ne te moque pas, Karine, car il est bel et bien possible d'entendre le battement du cœur des arbres. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une pompe sanguine, comme chez nous autres, mais du battement, de la pression de l'eau qui circule dans les troncs et les branches, le son lent et régulier de la vie qui diffuse. Laisse-toi alors porter par l'imaginaire de ce monde enchanteur. Car il existe bien d'autres surprises sur cette terre de légende, bien d'autres manifestations de l'harmonie des hommes et de la nature. Contemple, Karine, ces pierres dressées à l'aube de l'humanité, furtifs témoignages de croyances oubliées. Ne sont-elles pas émouvantes ? Nul ne sait vraiment pourquoi des hommes les ont ainsi dressées dans ce champ, mais cela n'a pas d'importance. Elles réveillent en nous une magie tout enfantine, quelque chose d'indécis qui parle à notre âme et nous emplit d'émerveillement. Je contemple l'ombre de guerrier d'une civilisation disparue. Et à chaque fois que je viens ici à Kaouria, je m'interroge sur les alignements. Enfin, je pense avoir résolu le mystère. Oui. Mais oui, je sais. En tous les cas, selon les archéologues, ces statues menhirs qui sont représentées en guerriers armés, elles faisaient office d'armées factices. En fait, elles étaient dispersées tout autour des territoires des sociétés préhistoriques et en fait, elles étaient là pour faire peur, pour dire voilà, on est là. On est chez nous, quoi. On est chez nous. Eh oui. Mais il y a autre chose. Tu voudrais dire peut-être que ce serait lié à un culte ou alors ou à la religion, comme pour les fameuses statues de l'île de Pâques, non? Quelque chose du similaire dans le genre, mais plus mystérieux. Regarde celle-ci. Un glaive taillé il y a des millions d'années, à l'époque du néolithique. Et oui, parce qu'au tout début, en Corse, il n'y avait pas d'habitants. La Corse n'était pas peuplée du tout. Et ensuite sont arrivées ces premières populations, hommes et femmes, qui ont sculpté ces statues menhirs avec encore un glaive ici. Et là, un beau visage. Regarde comme elle est belle. Eh bien, on peut s'imaginer plein de choses. Imagine, la Corse n'est pas peuplée du tout. Les premières femmes et les premiers hommes arrivent ici, comme ils pouvaient arriver ailleurs dans d'autres territoires, parce que des statues
menhirs et des menhirs, il y en a un peu partout. Il y en a du Maghreb en passant par la Méditerranée et en remontant vers le nord de l'Europe, en Irlande, en Écosse, mais même en Scandinavie. Et avant ces sculptures et ce positionnement d'alignement, eh bien en Corse, il n'y a personne. Et les premières femmes et les premiers hommes qui vont arriver ici, ben, ils ne sont pas comme nous. Ils vont arriver, ils sont complètement connectés avec la nature. Ils perçoivent les énergies, ils maîtrisent le chant des oiseaux, ils savent où passe le gibier et les animaux pour les chasser. Et c'est sûr qu'eux, eh bien, ils vont rechercher l'énergie la plus positive possible pour s'y installer. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont s'installer tout d'abord là où il y a l'énergie principale et vitale, là où il y a de l'eau, là où il y a des sources, Et oui. bien entendu. Et à partir de là, ils vont s'installer, ils construire leurs habitats tout autour. Et ils vont vivre en harmonie avec la nature. Alors, ces menhirs, ils ont été positionnés là, bien entendu, c'est pour une raison. En fait, je t'explique tout simplement. Ils ont été positionnés ici, tu vois, tu as des pierres dressées. Alors c'est un peu, pour exemple, je vais te prendre une cheville enflée, où on met une aiguille d'acupuncture. Et le mâle qui est dans la cheville, il va sortir par l'aiguille et par la tête de l'aiguille. Et là, comme je te l'ai dit, si le site est chargé en énergie importante, comme il y en a trop, il faut la diffuser. Donc, on dresse des pierres, l'énergie va passer dans la pierre et va sortir par le haut. par le haut, par la tête et diffuser dans l'espace. Et là, les populations vont s'installer et vivre tranquillement. Mais j'imagine qu'il ne fallait pas construire trop près de ces endroits chargés comme ça, non? Ben, comme tu peux le voir, et de par les fouilles archéologiques qui ont été faites à plusieurs reprises ici, il n'y a pas d'habitat ici sur le plateau, uniquement de l'élevage. Les habitations, elles étaient plutôt sur les côtés. Même plus tard, au Moyen-Âge, par exemple, lorsque tu avais des églises, et surtout les églises ont été construites dans des endroits chargés en énergie, eh bien, les habitations, elles ne sont pas autour des petites chapelles romanes perdues dans la nature. Elles sont à quelques centaines de mètres, pas à côté de l'église. Mais quand tu parles d'énergie nocive, est-ce que tu crois que le radon en fait partie? Tu sais, le radon, c'est ce gaz qui émane naturellement du granit. Ben, bien évidemment, en Corse, il y a quand même pas mal de radon. Et le radon, c'est la désintégration d'uranium qu'on va retrouver dans ces roches granitiques. Bien entendu, il n'y en a pas partout en Corse, mais il y a quand même un petit peu de radon. Et le radon, lui, il remonte des profondeurs de la terre. On va le retrouver aussi dans des nappes phréatiques. Il va aller aussi dans certaines rivières. Et sous des maisons, parfois, on peut avoir de fortes densités de radon. Et ça, c'est pas bon parce que le radon, c'est aussi la cause de certaines maladies, de certains cancers. Mais moi, en tous les cas, ces statues, je les trouve vraiment très attachantes. Elles dégagent quelque chose, hein? Ouais. Un peu comme celle de l'île de Pâques. Ouais, tu peux l'enlacer comme un arbre. Hein. L'énergie se dégage de ces pierres, bien entendu. Un petit câlin ne fait pas de mal. Près de 4000 ans nous séparent de ce guerrier de pierre avec son épée de bronze. Témoin d'une époque où la Méditerranée s'arme et les peuples s'affrontent. D'autres pierres élancées, sans gravure particulière, sont probablement plus anciennes, datant de ces navigateurs dont Paul nous a parlé, premiers véritables insulaires à habiter et cultiver ces terres. Ce sont eux qui importèrent le blé, les brebis, les cochons, les chiens et les chats dans l'île au premier temps du Néolithique. Avant eux, il y avait déjà eu des passages de pêcheurs en provenance d'Italie. Peut-être d'autres encore, avant, qui sait. L'histoire de l'humanité se perd dans l'abîme du temps. Aux origines, elle devient floue. Les peuples et les cultures se percutent et se confondent à l'image de ces couches géologiques qui s'amenuisent. De cette échelle du temps qui se comprime, avec des graduations qui se comptent en millénaires, puis en dizaines de millénaires, en centaines de millénaires. À quand remonte le point de départ de cette folle aventure humaine? Difficile à dire. Plus d'1 million d'années nous séparent assurément du premier outil, du premier feu. Mais qu'on se le dise, ces inventions furent tout aussi extraordinaires que la découverte de la lance ou de l'arc. L'innovation est toujours le résultat d'un processus incroyable, fabuleux, le fait humain par excellence.
Mais oh! Ça va pas, non? Peut-être qu'on aurait pu prendre 2 silex, non? Oui, on aurait dû prendre, ouais. C'est moi qui fais tout ici. Je suis allée chercher le bois. Ouais. Déjà, j'ai pas de silex. J'ai oublié les pierres. En même temps, 2 silex que tu frottes entre eux, ça fait des étincelles, mais elle n'est pas chaude, elle est froide et ça ne peut pas allumer un feu. Il faudrait pour cela utiliser de la pyrite. Tu sais, l'or des fous. Et quand tu la tapes contre un silex, là, ça fait une belle étincelle chaude et ensuite, tu peux allumer le feu. Mais bon, moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Pas de pyrite, pas de silex. Alors, eh ben, je fais le feu avec du bois. Et c'est pas évident. Ça fait 1 heure que je frotte, là, que je tourne. Regarde, j'ai même des cloques. Il faut du temps, il faut 1 heure, 2 heures. Hein. Oui, mais normalement, tu vas arriver à tes fins. Hein, parce qu'en fait, c'est le frottement du bois qui va réchauffer les fibres et puis ça va les rendre incandescentes. Ouais. Et tout d'abord, il faut préparer ton support. Tu vois, tu prends un bois assez plat et tu vas préparer une sorte de nid. Et là, j'ai pris des boules de posidonie, c'est très sec. Et autour, j'ai mis un peu de graminées et des feuilles d'immortelles. Et là, je frotte. Mais il y a plusieurs méthodes pour ça. Hein. Il y a celle, comme je fais, comme ça, à faire tourner le bois. Et là, il faut des heures et tu roules. Après, tu as de belles mains. Après, quand je t'attrape, et après, tu peux faire autrement. Avec le bois, là, tu l'empoignes bien. Et là, tu montes et tu forces. Tu mets le doigt, c'est déjà chaud. Ah bah vas-y. Et sinon, tu peux rajouter aussi un peu de gravier comme ça, un peu de granit, et ça fait même des étincelles. Là, j'en peux plus, il faudra que je fasse une pause. On reprendra tout à l'heure. Ou alors, une méthode toute différente, c'est la méthode de l'archer. Tu vas chercher un bois souple, comme ça. Tu as du lichting, lentisque. Tu fais comme un arc avec une corde. Et là, tu vas prendre un bâton. Tu vas l'encorder, le placer dans le trou d'un bois de support. Il ne faut pas qu'il soit trop humide, sinon ça ne prend pas. Tu mets une cale. Et là, tu vas faire tourner ton bois. Et ça prend des heures et des heures. Ça tourne bien. Et là encore, hein, un peu de patience. Et si tu n'as pas le couteau dans tout ça, tu es mal. Hein. Ouais. Je te le dis, parce qu'il faut couper tout ça. Allez, je repars. Avec force et vitalité, tu vois. Comme celle-ci. On va y arriver. Hein. Même s'il faut prendre 2 jours. Ça chauffe. Chauffe, Marcel, chauffe. Paul, mais tu as réussi. Je t'ai dit, il y a un peu de persévérance. Oh, bravo. Bravo, il faut du temps, oui. J'ai les bras, j'en peux plus. Oui, mais tu as réussi, c'est ça qui compte. Ah ben maintenant, il ne faut pas perdre le fil, hein, parce que sinon, on est mort. Hein. Il est beau notre feu, hein. Enfin, mon feu. Tu sais, je me disais que la maîtrise du feu, ça a été vraiment un grand tournant dans l'évolution de l'homme. Hein? Je dirais même que c'était le premier pas vers l'humanité. Ouais, mais quand on y réfléchit, on peut se demander pourquoi les hommes ont voulu domestiquer le feu, alors que pendant des millions d'années, ils n'en avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin de se chauffer. Le feu, ça sert à quoi? Ça sert à cuire les aliments déjà. Oui, mais tu prends le cas qu'il y a des millions d'années, ils vivaient sans cuire les aliments. Ils mangeaient les aliments crus. Alors pourquoi un beau jour ils se sont dit on va cuire les aliments? Enfin moi je pense que c'est une fois qu'il y a eu le feu qu'ils ont commencé à cuire les aliments. C'est vrai ça, qu'est-ce qui aurait pu motiver la maîtrise du feu? Le froid. Quand tu fais du feu, ça te réchauffe. Ouais, toi tu es frileux, c'est vrai. Mais moi, si tu prends mon exemple, moi j'ai pas besoin de faire du feu pour me réchauffer. Donc les premiers hommes, pareil, ils étaient habitués
Au froid, ils vivaient sans feu. Ils n'en avaient avaient- pas besoin du tout. Vous avez les peaux de bête. Ben oui. J'arrive pas à... Je sais. La lumière. Oh, Et c'est quand vrai. tu fais du feu, ça t'éclaire dans la nuit. Ben alors là, c'est un résultat concret et immédiat. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à la lumière. Mm. Mais voyons. La lumière, ça fut très important. D'ailleurs, ils s'éclairaient dans la nuit noire ou aussi dans leur grotte. Ah ouais. Des fois, on réfléchit pas assez. Ben, moi, j'ai même pas besoin de lumière. Je vais te dire, la nuit, je vois comme un chat. En tous les cas, le feu, c'est un grand tournant dans l'humanité. C'est le moment en fait où on a quitté le monde des animaux pour entrer de plein pied dans le monde des humains. Moi, je l'ai fait uniquement pour toi, ce beau feu. Tu vois? Je me suis projeté les mains. Rien que pour toi. J'adore le bruit du feu, le crépitement. Hein. On va te donner un bon cigare, là. La lumière. Tu ne sembles pas si bien dire, ma chère Karine, car c'est bien la lumière plus que le feu qui sépare l'homme de l'animal. Oui, la lumière, la conscience d'une énergie supérieure, d'une énergie divine qui englobe tout ce qui existe et même tout ce qui n'existe pas. À l'aube de l'humanité, le premier homme s'est distingué de l'animal lorsqu'il a admis l'existence d'une force supérieure, qui régissait tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il ne voyait pas. Lorsqu'il a compris que toute vie était lumière, et que cette lumière était amour, lorsqu'il est sorti de l'obscurité, de cette nuit des temps, pour cheminer vers la lumière. Admirez, mes amis, cet astre de feu qui illumine le ciel et réchauffe la terre. Il est à l'image de cette lumière divine qui inonde nos cœurs d'un amour inconditionnel. Et dire que c'est là que tout a commencé. Et oui, les premiers hommes ont découvert ce bout de rocher et ensuite s'y sont installés il y a quelques milliers d'années. Et je te parlais pas de ça. Et divose. Et je te parlais de toute notre aventure et puis de la détox surtout. Ah oui, ces belles journées en harmonie avec la nature. Bah oui. Ouais. Moi, j'ai pas grand-chose et en même temps, moi, j'appellerais ça plutôt une purge harmonieuse. Hein. La purge, c'était ton jus. Ouais. La vie, le dosage, il était pas terrible. Hein. Ouais. En tous les cas, j'aurais jamais cru que tu me suivrais dans cette aventure. Mais tu vois, la moralité de cette histoire, c'est que tu es le moral ou que tu n'es pas le moral. L'important, c'est de toujours positiver. C'est de laisser derrière toi tous les tracas de la vie, d'aller de l'avant. C'est ce que je fais toujours, sans oublier se ressourcer. Ouais. Chose très importante. Et oui. Et aussi souvent, à ne pas négliger les énergies qui nous entourent. Des choses que certaines personnes perçoivent et d'autres choses qui sont inexplicables. Et oui, car il est loin le chemin de la science. Hein. Et il est mystérieux, le chemin de la vie. Ouais, et bien en attendant, tout ça, ça m'a donné faim, tu vois. Non, mais comment tu peux penser à manger dans des endroits pareils? Nourris-toi de spiritualité, je sais pas moi. Change. Les pulsions animales, Karine, les pulsions animales. Toutes ces vibrations bien terre à terre qui rythment notre vie, commandées par un mental omniprésent et tyrannique. C'est là le véritable combat des hommes. Arriver à faire taire ce mental despotique pour pouvoir
Écoutez ce que notre âme veut nous dire. Tu sais, depuis l'aube des temps, les hommes sont rongés par ce conflit interne, le désir du mental contre la voix de l'âme. Pourtant, elle seule sait ce qui est bon pour nous, les véritables raisons pour lesquelles on se trouve sur Terre, notre mission ici-bas. Ce que veut l'âme, je vais te le confier. C'est facile. L'âme veut grandir et s'élever dans la lumière. L'âme aspire à plus de spiritualité pour se rapprocher au plus près de Dieu. Ma chère Karine, nul ne fait fausse route lorsqu'il œuvre dans la lumière, dans l'amour. C'est cela le secret de la vie, le secret du bonheur. Mais la route est encore longue, tu en as bien conscience. L'humanité n'a pas encore quitté sa part animale. Elle s'accroche à ses peurs et frissonne toujours pour les ténèbres. À l'extrême sud du pays de la Rocca, la pointe de Murtoli offre au regard des paysages incroyables, où roches et végétation s'entremêlent à l'infini, comme un hymne à la liberté, à la quiétude, à la douceur de vivre. Ce coin de terre est un vrai petit bout de paradis, les amis. Un endroit idyllique qui a su protéger ses charmes en les cachant de la foule, un peu égoïstement, il est vrai. Mais c'est là le prix de la beauté et de l'harmonie. Et pour les chanceux qui en possèdent la clé, cette perfection n'a pas de prix. J'ai eu le temps de faire un tour de la maison, tu n'as pas bougé d'un iota. Je suis tellement bien ici que je m'endors. Hein. Et j'ai pour habitude de venir à cet endroit chaque matin au soleil, que du bonheur. C'est tellement agréable. Ouais. Elle est vraiment magnifique cette maison. En bord de crique, au milieu des rochers. C'est vraiment une maison de rêve. Elle te plaît ma maison, hein? Ah oui, j'adore. Elle est belle, hein? Elle est belle, mais elle a aussi une belle histoire. Et oui, elle appartenait à un de mes aïeuls, un capitaine génois du XVe siècle qui a acheté des milliers d'hectares ici même. Et oui, et au tout début, cette maison était un simple entrepôt. Quoi? Eh Ça, oui. c'était un entrepôt? Parce qu'en fait, ici, dans le Sartenay, il y avait de grandes familles qui possédaient des milliers d'hectares. Et tous ces hectares étaient cultivés. Donc il y avait de tout, il y avait des oliviers, il y avait des céréales, il y avait des vaches, des brebis. Et bien entendu, ces grandes familles, les gens, ils ne cultivaient pas. C'était les paysans qui demandaient le droit de cultiver. Mais les productions, ils ne les touchaient pas beaucoup. Ils prenaient une infime partie des productions pour subvenir à leurs besoins. Et après, bien sûr, le reste des productions était stocké dans cette bâtisse. Avant les escaliers, il y avait une rampe d'accès. Et là, on stockait toutes les productions issues de la terre. Et bien entendu, ce produit était exporté par la mer, puisque là, on est à quelques mètres de la mer. Les bateaux étaient chargés des marchandises issues des terres et vendues ailleurs. Ce qui fait que ces familles se sont beaucoup enrichies, j'imagine. Et voilà, et au fur et à mesure, ils ont amassé un argent considérable et se sont enrichis. Et ma famille, c'était le cas à l'époque, hein, ils étaient riches. Et cette maison-là, c'était la maison du domaine. Bon, il y en avait d'autres, hein, mais elles n'étaient pas comme ça. Elles étaient autrefois entrepôts,
Et ensuite, comme tu le sais, en Méditerranée, il y avait de la piraterie, des razzias, les barbaresques venaient sur les côtes, et il fallait se protéger. Donc si on pouvait fuir à l'intérieur des terres, on le faisait, ou sinon, on se mettait à l'intérieur des bâtisses qui avaient été réalisées pour la protection, avec de petites fenêtres, des fenêtres meurtrières. C'est ce qu'on voit autour, hein. Si tu fais le tour, tu peux voir que la bâtisse a été construite de cette façon. Comme des maisons fortes. C'est ça. Oh, triste période. Ouais. Les gens devaient se réfugier pour ne pas se faire kidnapper par les barbaresques. 1620. Ça, c'est la date qu'on retient pour la fin de la piraterie en Méditerranée. Mais bon, faut pas croire que ça a cessé en un jour, tout ça. Hein. Ouais. Au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, les régences de Tripoli ont été attaquées par les troupes occidentales. Et ça a marqué la fin. Mais c'est vrai que pendant tout le 16e, les pirates venaient kidnapper les esclaves, alors qu'au 17e siècle, les pirates attaquaient plutôt les navires en mer pour voler les marchandises. Oui, c'est vrai que l'esclavage dans cette partie de la Méditerranée se faisait de moins en moins, tout simplement parce qu'on avait la traite des Africains qui commençait à se développer, le fameux commerce triangulaire. Oui, du coup, plus aucune raison de venir prélever les populations ici. Non, on piochait plus dans les populations corses, on allait ailleurs. Ouais. Et ensuite, mon aïeul est redescendu ici même, à la Pointe de Mourte, a réhabilité cette bâtisse en pavillon de chasse. Oh. Oh. Si on faisait une partie de chasse. La chasse, c'est avec les amis. Hein. Merci, et moi? Oui, mais c'est pas pareil. Ah bah. Je vais réfléchir. Je suis bien capable. La chasse, mon cher Paul, c'est bien plus qu'une distraction entre amis. C'est en réalité un privilège de gentilhomme, aristocrate ou religieux, que le peuple s'est approprié à la chute des monarchies européennes. C'est alors devenu un loisir populaire, presque une tradition. À une époque encore récente, certains couraient derrière les trophées animaliers, comme d'autres aimaient porter des fourrures ou des ornements à plumes. Ce temps-là est bien révolu, car le gibier s'est fait rare, la terre stérile. Aujourd'hui, la chasse concourt surtout à l'immersion dans la nature, à l'émerveillement de la vie sauvage. On chasse davantage avec les yeux qu'avec les fusils. Et les trophées sont moins des animaux empaillés que des souvenirs immortalisés par l'objectif d'un appareil photo, d'une caméra. À deux. Alors toi tu vas prendre ceux de gauche, moi ceux de droite. Tu mets 2 coups, moi 2 coups. Et comme ça, on fait carton plein, on en prend 15. Laisse-les venir, laisse-les venir. Qu'est-ce qu'ils sont jolis quand même, ces canards. Regarde, surtout les mâles avec leurs jolies petites têtes vertes. Oui, ils sont jolis, certes, mais ils sont bons. Parce que moi, je connais des recettes. Fricassé de canard, canard bouilli avec la sauce, ou même le magret avec du miel. Ça, oui. Mais bon, quand même, on va pas s'en prendre à ces pauvres petits oiseaux sans défense. En plus, si ça se trouve, ils sont sédentaires. Ici, c'est des petits canards mistral. Et bon, ils sont peut-être sédentaires, mais la majeure partie d'entre eux sont migrateurs. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui restent, ils s'installent, ils se mettent en couple, ils font des petits et ils vont rester ici quelques années, ils vont être sédentaires. Mais la majeure partie, ce sont des migrateurs qui vont faire de longues distances, ils vont partir du nord de l'Europe, ils vont descendre par la Méditerranée pour aller jusqu'au Maghreb ou voire en Afrique. Et certains vont arriver ici, se poser dans les marais. Ça fait quand même une sacrée trotte. Hein. Ouais, de longues distances, c'est magnifique. Et après, ils se posent là, il y en a partout. Alors arrête de me déconcentrer. C'est un peu comme dans la chanson de Brassens. Je la connais pas, moi, la chanson de Brassens. Mais si, celle qui parle des discussions entre volailles dans la basse-cour. Ils voient les oiseaux sauvages passer tout en haut dans le ciel, ils les prennent pour des fous. Ouais. Bon, en fait, les fous, ou du moins les folles, c'est les volailles, parce qu'elles acceptent l'esclavage pour quelques grains. Enfin, ça, c'est ce que dit la chanson. Ouais. Tu les vois passer, ils volent en V, c'est magnifique. Après, ils sont là, ils vont presque se poser, ils écartent les ailes. Et là,
qu'est-ce qu'on va faire? On va se rapprocher de plus près pour avoir des tirs plus efficaces. Qu'est-ce que tu fais? Karine, je t'ai dit, à la chasse, il faut que tu me préviennes lorsque tu pars. Tu as dit qu'on allait s'approcher pour mieux voir. D'accord, mais préviens-moi, dis-moi-le. Dangereux. Je tiens à toi. Tiens, regarde, là, on est bien. Mini, là-bas, il faut les laisser venir. Pas bouger, pas parler trop fort. Hein. Tu sais, tu me parlais des canards domestiques. Mais tu sais que les canards domestiques, les canards de basse-cour, sont issus de canards colverts. Hein, ces canards qui ont été domestiqués il y a quelques milliers d'années par les hommes. Mais les colverts sont élevés en captivité en France pour la chasse, il me semble. Pas tous, hein, puisqu'il y a aussi des canards sauvages qu'on appelle la sauvagine et qui migrent tout le temps. Et tu vois, ceux-là, ceux qui sont devant nous, eux, ils ont gardé leur plumage caractéristique avec cette belle couleur verte, belle tête avec le beau bec. J'adore. Ouais, le plumage gris-blanc avec des reflets bleus sur les ailes. Alors que les autres, les oiseaux de basse-cour, eux, eh ben, ils ont tout perdu quasiment. Ils sont tout blancs avec quelques plumes de temps en temps de couleur. Des vrais animaux de basse-cour. Il y en a quelques-uns qui font leur toilette. Là. Ils se secouent. On va les laisser. Après, Tiens, regarde celui-là, comme c'est rigolo. Ça fait un effet miroir. Tu vois le canard qui nage, tac, il y en a un autre à l'envers en dessous. ouais, il ne faut pas tirer le miroir. Hein. Ah, je trouve que la nature est fascinante. Regarde comme on reconnaît bien les mâles des femelles. Ouais, La femelle, la pauvre, elle a l'air toute palote à côté. elle est pas palote, elle est jolie aussi hein, quand même. Enfin, avoue que c'est quand même bizarre que les mâles soient plus beaux. Et pourquoi c'est normal? Regarde-moi. Pas beau comme ça? Mais c'est toujours comme ça chez les oiseaux. Eh oui, souvent, surtout chez les canards. Il y a des centaines de canards dont les mâles sont beaucoup plus colorés que les femelles. Mais parce qu'en fait, chez les humains, c'est l'inverse. C'est la femme qui est plus belle parce qu'elle va attirer les mâles par ses atouts physiques. Et puis elle est aussi plus intelligente. Ça, c'est pas ce qu'on voit en premier. Hein. Alors que chez les canards, eh ben, les mâles sont beaucoup plus beaux et resplendissants. Ben, tout simplement parce que les femelles eh ben, vont chercher dans le plumage du canard la pureté. C'est-à-dire que s'il y a des canards où le vert est pâle, elles ne vont pas les choisir. Elles vont choisir uniquement les mâles qui ont un plumage éclatant. C'est bon signe de santé. Et donc, pour se reproduire, ils leur font un beau mâle en bonne santé. Ah, chez les humains, c'est vrai que c'est pas tant la couleur du plumage. Hein. Nous, les femmes, on va plutôt rechercher quelqu'un de stable, de fiable, d'intelligent aussi. Non. Ouais, ça, c'est un cri d'alarme. Tire! Mais je peux pas tirer, ils sont tous partis là. Pas de bol. J'aurais jamais dû t'emmener à la chasse. De toute façon, à la chasse, on parle pas. Hein. Ouais. Et la place de la femme est dans la cuisine. À cuisiner le canard. Bon, la cuisine, ça me va très bien. Hein. Mais alors, par contre, l'homme au travail. Hein. Et puis, Et- la belle vie, s'il vous plaît. Il faut pas faire la tête, enfin. Ouais, mais la chasse, c'est quand même sérieux. Hein. Et puis en plus, on n'a rien du tout à manger. T'inquiète pas pour ça. Quand on rentre, je te fais un beau gâteau. Un gros gâteau, tu sais, bien riche avec de la crème et du chocolat. Ah, ça m'intéresse. Mais ça va pas, non? Mais moi, ce que j'aime, c'est tirer. On aurait dû se faire un bon bal trappe. C'est vraiment pas sortable. Poule! Oh là, mais ça va pas. Oh, j'adore ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Tu vois, c'est une question de agilité. S'il te plaît. Quelle journée, mes amis, que la nature est merveilleuse quand on prend le temps de l'observer. Et avec les teintes du soir qui doucement envahissent la côte, cette nature n'en est pas moins féerique. Tout s'apaise, le maquis se couvre d'une ombre feutrée, le lion de Rocapine s'endort sur son rocher.
La nuit est maintenant tombée, tout est très sombre. Il fait bon être chez soi, à la lueur des lampions. Oh, peut-être un feu de cheminée. Oh, et un dîner aux chandelles. La Patagonie, c'est déjà fait. Voyage en Afrique, bon, que de bons souvenirs. Hein. Rencontre avec les pygmées. Comme ils étaient sympathiques. Hein. La Laponie. Découverte dans le cœur des montagnes, avec les Samibo et manger le hareng fumé, Pogabou, sa mère. On s'est régalé. Ah, l'Écosse, mon pays de cœur. De rigolade. Et par contre, qu'est-ce qu'on a mangé? Du haggis, alors, il était excellent. Tu vois, cette lecture m'a mis en appétit. Tu vois, un bon plat de tripettes maintenant. Ouh. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Ah non, pas encore le potage. Bah écoute, je devais faire une soupe corse, mais comme je n'ai pas eu le temps d'aller au marché, n'est-ce pas? Et il me manque le skink et les blettes aussi. Hein. Ne t'inquiète pas, comme disaient les anciens, la soupe corse, bon déjà c'est la soupe du pauvre, mais ce n'est jamais la même recette parce que tu as des légumes et des ingrédients que tu trouves ou que tes amis t'apportent. Et là, si tu n'as pas tout, si tu n'as pas ton skink ou l'os du jambon, dans la cave peut-être qu'on a un bout de lard ou un bout de pancette. Quant aux légumes, tu prends ce que tu as et tu épluches et on verra plus tard. Hein? Pronom malhonnête. Enfin, tu devrais être contente, tu mets la main à la pâte. Les grands pots. La cuisine, c'est avant tout un plaisir. Hein. Allez, tu vois. Alors, regarde un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Là, on a le céleri. Oh, ça, c'est bon, hein. Oh. Les courgettes, les pommes de terre, on a 2 oignons, C'est du bol. les navets, Bon. les pâtes, Ah, ouais, ça peut aller. oui, ça va, les poireaux, les haricots, Haricot. les haricots coco, regarde que j'ai mis dans l'eau à tremper pendant à peu près 2 heures. Il y a les tomates, les carottes Carottes. et la pancette. Et on pourrait pas faire un peu de pancette avec des œufs, non, plutôt que de la soupe, non? Allez. Occupe-toi des haricots. Je vais faire le céleri. Et voilà. J'ai coupé tous les légumes en dés. C'est tout bien revenu, là? Les oignons, la pancette. Impeccable, j'ai accompli ma mission d'apprenti cuistot. Ah, ça j'aime. Maintenant, on va mettre les légumes et on va recouvrir le tout avec de l'eau. Parce que ça va cuire quand même pendant 2 heures. Et il faut que ça... Non, attends, pas maintenant! Ah, ne crie pas! Mais enfin, Polo! Il faut d'abord mettre les légumes avant de mettre l'eau. Je t'ai dit qu'il fallait recouvrir. Comment tu veux que je fasse maintenant? Moi, je sais pas, je comprends plus rien. Tu me dis tellement de choses qu'un biscuit non. C'est pas compliqué. De toute façon, comme disait mon grand-oncle, la place de la femme est dans la cuisine. Alors moi, comme je suis bonne à rien, je vais dans mon canapé, je te laisse faire. C'est ça, surtout que tous les grands cuisiniers sont des hommes. Viens ici! C'est pas fini. Je t'explique. Donc, vu qu'on a déjà toute l'eau, on va verser tous les légumes qu'on a coupés en petits dans l'eau. On va rajouter les haricots, coco, et on va faire cuire pendant 2 heures. Et à peu près 8 minutes avant la fin de la cuisson, on va rajouter les De pâtes. l'eau. Non! Canapé, va. Je peux plus. Oh, maintenant ça va éclabousser partout. Aïe. Et de toute façon, je touche plus rien. Alors moi, tu vas apprendre à faire la soupe. Les bons légumes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la souplette. Oh, c'était long, oh. À table! 3 heures, oh. Oh! Et Raoul, hein? Mais Merci.
Pardon. Hein. Ah bon, la politesse, bah dites donc. Ah, mais j'avais faim. Bon appétit. Il est pas mal ta soupe, hein. Bien épluché. C'est vrai qu'elle est bonne, hein. Comment tu manges? Mais normalement, hein. Enfin, c'est pas ta tête qui descend dans l'assiette. C'est la cuillère qui monte à ta bouche. Ah, moi, j'avais l'impression qu'elle montait à ma bouche. Tu veux que je la monte comme ça, jusqu'en haut, là, comme ça? Non, normalement. Normalement. Ouais, toi, tu disais, t'as mis trop d'eau, t'as mis trop d'eau. Ben, il manque d'eau. Elle est de cèpe. Elle est pas de cèpe. Ah oui, voilà. Non, on comme ça, comment ça? Tu manges vraiment salement. Peu importe. Voilà. Le tout, c'est de manger bien et manger des légumes. C'est très bon pour la santé, les légumes. J'aurais préféré un adjimi, non? C'est pas mal. Pas mal. Et qu'est-ce que tu es en train de lire dans ton vieux grimoire? C'est pas un vieux grimoire. Ça, c'est un ouvrage qui a été écrit par Pierre de l'Ancre en 1612. Pierre de l'Ancre. Je connais pas trop. Pierre de l'Ancre, c'était un juge qui habitait à Bordeaux. Et dans cet ouvrage, eh bien, il relate toutes les histoires de sorcières avérées dont il a été témoin. Et ce livre s'appelle « Traité de l'inconstance des mauvais anges et des démons ». Tu ferais mieux de lire un livre animé comme le mien plutôt que de lire un livre morbide. Il doit y avoir de sales histoires là-dedans. Oh oui, là je suis en train d'en lire une, elle est plutôt pas mal. Une fillette, Louise Maya, perdit soudainement l'usage de ses membres. Le 19 juillet 1598, on la conduisit à l'église de Saint-Sauveur afin d'être exorcisée. Bah, oh. Car cette étrange maladie ne pouvait être que démoniaque. Le prêtre découvrit alors que l'enfant se trouvait possédé par 5 démons qui s'appelaient loup, chat, chien et griffon. Au cours de l'exorcisme, les démons sortirent par sa bouche sous forme de pelote, grosse comme le poing, rouge comme le feu, sauf le démon chat qui était noir. Chat. On apprit par la suite que François Secrétin avait fait avaler ses diables à la petite fille dans une croûte de pain. Le juge Henri Boguet ordonna alors l'arrestation de cette femme qui nia tout d'abord ses accusations. Mais l'on reconnut aisément qu'elle était une sorcière parce qu'il manquait quelque chose à la croix de son chapelet. Et qu'elle ne jeta aucune larme lors de son interrogatoire, quoique elle s'efforça de pleurer. Aucune preuve de sa culpabilité. Elle avait les yeux penchés en répondant et n'osait regarder le juge en face. On lui fit couper les cheveux et changer d'habit afin de chercher les marques sur son corps. On n'en trouva point. On l'interrogea durement, comme on savait le faire à cette époque. Alors elle confessa avoir envoyé les démons à la petite Louise. Elle confessa également s'être donnée au diable et avoir copulé avec lui. Elle s'avoua s'être également rendue plusieurs fois au sabbat, sur un bâton blanc qu'elle mettait entre ses jambes. Lors des sabbats, elle avait dansé et battu l'eau pour faire tomber la grêle.
Elle reconnut aussi avoir fait mourir un autre homme du village en lui donnant un morceau de pain saupoudré de poudre de diable. La bruta. Ah. À l'époque, les interrogatoires, hein, tout était particulier. Moi, je t'explique. Hein. Je serais pas aimé vivre à cette époque. Hein. Parce que là, on t'interrogeait, on te torturait et après, tu avouais n'importe quoi. Oui, mais les aveux étaient des preuves. Oui. Et du coup, ça simplifiait grandement le procès. Parce que finalement, là, le juge était bien convaincu que Françoise Secrétin était une vraie sorcière. Et surtout qu'elle était capable des pires atrocités. Et pendant qu'il rendait son jugement, eh bien, on a découvert cette sorcière morte en prison. Et là, le juge, il en a conclu qu'elle était vraiment coupable. Parce que le diable avait fait suffoquer la sorcière qui l'avait trahie. Le brute. Moi, je les attends, les sorcières. Hein. Qu'il est bien mystérieux, le monde des ténèbres, mes amis. Lorsque l'obscurité s'empare de ce qui existe, jusque dans le détail, l'invisible s'installe. Alors naissent les rêves et les chimères, dans la magie des ululements, à peine voilés des timides rayons de la nuit. Si je devais choisir une image pour caractériser la Corse, je choisirais cette pointe de Rocapine et sa légendaire crête rocheuse, coiffée d'un lion de pierre, prolongée d'une de ses emblématiques tours génoises. On y trouve en effet toutes les caractéristiques du littoral insulaire. Ses avancées de granit et de maquis qui découpent le rivage en petites criques, baignées d'une eau turquoise. La tour rappelle les luttes passées et les radias barbaresques qui forgèrent l'identité insulaire. Tout comme les ruines du château, sur la tête du lion de pierre, le fameux lion de Rocapine, et dont l'histoire plonge au cœur de la conquête génoise de l'île, au temps de Vincentello d'Istria. Grande figure seigneuriale d'une Corse qui se battait alors pour sa liberté. Oui, tout y est. La beauté des paysages, l'âpreté des reliefs, l'impénétrable maquis et la mer qui évoque l'aventure. Tout y est, la quiétude et la guerre, la nature sauvage et les hommes. Des hommes dont l'âme est imprégnée de cette terre depuis des millénaires. D'une rapidité. Tu as vu quelque chose? Non. Ça fait des heures qu'on est sur ce mirador, moi j'ai pas vu l'ombre d'un gibier. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais oui, c'est ta tenue. Elle n'est pas adéquate pour ce genre de végétation. Et là, tu es bien trop visible. C'est normal. Mais ça va pas la tête, non? Oh, bah merci. Hein. Problème résolu. Vraiment, merci. Hein. Non seulement tu fais fuir le gibier, mais il n'y a plus aucun chasseur à la ronde. Bravo la réputation. Hein. Et voilà. Femme à la chasse. Les femmes à la chasse, Paul, c'est une longue histoire à vrai dire, celle de l'humanité. Car quoi qu'on en dise, les femmes chassaient aux côtés des hommes dès les premiers temps de la préhistoire. Certaines étaient si habiles que les hommes les érigèrent en déesses, et ce dans toutes les cultures.
Elle se nommait Athéna ou Artémis en Grèce, Neth en Égypte, Ardoïna chez les Celtes, Diane chez les Romains, Fréja ou encore Lagertha chez les Vikings. Comme quoi, les femmes ont bien leur place à la chasse. Ce qui compte à la chasse, c'est d'avoir un camouflage pour ne pas être vu. Ah bah oui. Alors il y a plusieurs types de camouflage. Hein. Le camouflage de montagne avec des panarici, tu vois, dans la neige tout blanc. Après il y a le camouflage pour le bord de mer. Il y a le camouflage comme tu portes toi. Enfin, ça, moi, c'est plus... je suis la chasse en Sologne. Ah ouais, c'est vrai, tout à fait. Bon, alors celui-là par contre, j'en ai jamais vu. Quoi? On dirait des algues. Ah, des algues. Ça, c'est l'oléastre, l'olivier, châtaignier. Et là, tu as les mouches avec des baies. Eh oh. Tu vas te faire picorer par les merles, ouais. Des fois, ils se mettent sur moi. Je peux pas bouger comme ça. Je peux même pas tirer. Hein. J'attends. Pour te dire comme il est efficace. Oh. Quoi? J'entends pas. Oh, il y a une bastonade là-haut. Quoi? Ouh là là. Il va laisser son fusil. Essentiel. Et heureusement que j'étais là. Hein. Mais tu es un véritable héros. Eh oui, c'est fou, il y avait une poule qui était 3 fois plus grosse que lui et qui lui était dessus. Et là, il se battait. Oh. Et Polo est arrivé en sauveur. Pourquoi tu laissais une poule alors que c'est un faisan? Oui, ils m'ont dit aussi une poule faisane pour les femelles. Et ça, c'est un beau mâle. Regarde comme il est beau. Il est magnifique. Hein. Il était comme ça, tout seul, en liberté. Enfin, avec l'autre. Ouais, ils sont en liberté un petit peu partout. On en retrouve en Corse hein, quand même. Mais il y en a beaucoup en Europe. Ils ont été introduits parce qu'à l'origine, le faisan de Colchide, il vient d'Asie. Et on le retrouve très tôt en Europe. Et au Moyen-Âge, on le retrouve dans les forêts seigneuriales. C'est vrai que c'est le style de gibier qu'on voyait souvent sur les grandes tablées, là, sur les grands buffets avec toutes les autres bêtes. Ouais, un mets de choix. Mmh. Mais tu sais que même déjà durant l'Antiquité, les Romains chassaient le faisan. Hein. Ouais. On le voyait souvent représenté sur les peintures et aussi sur les fresques qu'on voyait dans les maisons du côté de Pompéi. J'en ai vu. Eh oui, alors il était bien entendu un gibier de choix, mais aussi il était quand même assez intéressé par des personnes qui aimaient les plumes. Ah. Eh oui, les plumes des faisans sont magnifiques. Tu peux le voir ici, regarde, les plumes du cou, elles sont bleutées, magnifiques, là, avec des reflets verts, violets, surtout avec le contour de l'œil qui est rouge, ça donne un éclat magnifique. Après, avec la collerette du cou blanche, et là, après, sur le poitrail, c'est tout cuivré, c'est magnifique. Et sur le dos, regarde, des millions de plumes de toutes les couleurs qui vont du jaune au noir, au marron, passant par le gris, et sans oublier la queue qui est magnifique. Et bien entendu, ces oiseaux comme les faisans, et beaucoup d'autres encore, comme les grands échassiers, les hérons et d'autres canards aussi, étaient très convoités par leurs plumes, et surtout au 19e siècle en Amérique du Nord. Parce que figure-toi que les femmes possédaient des chapeaux où elles mettaient des plumes de faisan par exemple. Et comme elles avaient une garde-robe importante, ces Américaines, il leur fallait un chapeau pour chaque robe. Eh oui, à chaque sortie. Magnifique. Ouais, magnifique, sauf que il y a eu des millions d'oiseaux en péril. Au total, je crois qu'il y a 67 espèces qui ont été en déclin durant cette période. Ouf. Si bien que les ornithologues se sont révoltés, ont mené des campagnes sexistes contre ces femmes qui achetaient des chapeaux en grande quantité, bien plus importantes ces campagnes que lorsqu'elles avaient des manteaux en fourrure. Hein. Bon, j'imagine que du coup, plus aucune femme n'a porté de chapeau à plumes. Ouais, c'est bien ça, tout comme de manteaux en fourrure aujourd'hui. Et oui, et rien qu'aux États-Unis, il me semble, au Canada et en Amérique du Nord, il y avait la colombe voyageuse. C'était un oiseau remarquable. Elle avait des ailes sur le dessus, c'était tout bleuté, c'était tout métallique, et en dessous c'était blanc. Et sur le poitrail, hein,
au-dessus du ventre, eh ben, c'était rouge orangé. Eh ben, ces oiseaux-là, ces colombes voyageuses, ont complètement disparu. En 1871, il y a un recensement qui est fait par les ornithologues. On compte 136 millions d'oiseaux. Et ensuite, au XXe siècle, plus rien. Quoi, tu veux dire qu'en 30 ans, il y a des centaines de millions de colombes qui ont disparu? Et tout ça pour des chapeaux? C'est ça, le plat, là, il veut s'en aller. Et oui, malheureusement, oui, sauf que dans ce malheur-là pour les oiseaux, eh ben, on a vu naître les premières associations de protection de la nature. En attendant, moi, je le garderai bien. Eh ben non, on va le relâcher. Oh, on lui donne un petit nom et tout. Et sur ce, terminer la chasse. Hein. En voyant ça... Allez. Tout doux, tout doux. Oh, tu es sûr qu'on peut pas le garder encore un peu? Non, non, le faisant, on va le relâcher ici. Oh, oh comme il est beau! Bon, alors là, tu as vraiment fait une bonne action, mon Polo. Ouais, je sais. On fait vraiment de beaux chasseurs. Hein. Eh ouais, mais bon, ce qui compte, c'est que la nature est tellement belle, donc on va profiter pour l'observer plutôt que de chasser. Hein? Mais bon, moi, j'aime bien tirer. Hein. Mais on n'a qu'à faire du ball-trap. Ça te tient à cœur. Les fusils. Oh, les fusils. De toute façon, les amis, la chasse va toujours de pair avec la cueillette. Il en a toujours été ainsi depuis l'aube de l'humanité. Car on ne peut pas se nourrir exclusivement de viande. Mais on peut, en revanche, se nourrir surtout de plantes, de légumes, de baies et de fruits. N'en déplaise à Paul. D'ailleurs, le maquis corse est bien plus fourni en végétaux qu'en gibier. Qu'on se le dise. Chasseur-cueilleur. Et qu'est-ce que tu fais? Je mange, j'ai faim. Et comment tu penses que je vais faire la gelée si tu les manges toutes? Et il y en a partout des arbres ici. Il y en a du littoral jusqu'à 900 mètres d'altitude. C'est pas ce qui manque, hein, tout ce qu'il y a là. C'est un fera de la gelée. Moi, j'aime pas trop les manger crus parce que c'est tout granuleux. Et en plus, c'est laxatif. Hein. Ouais. Alors, bien, hein. Tiens, et puis donne-moi un petit peu le panier. Ah, non. Toi, tu cueilles. Moi, je préfère les choses délicates. Une dans le panier et une dans le gosier. Ça aurait été plus simple avec un peigne. Qu'à cela ne tienne, je ne sors jamais sans mon peigne à cheveux. Mais je te parlais pas de ce genre de peigne. Mais oui, ça fait l'affaire. Regarde, tu attrapes une branche, tu la prends et là, hop, regarde tout ce qu'il y a. Pas beau ça? Ouais. Et là, je vais tout utiliser du myrte. À la fois les brindilles pour faire des balais, una spatula pour nettoyer les chaussures. Ensuite, avec les feuilles, je vais les distiller et là, je vais faire une huile essentielle extraordinaire pour lutter contre la toux. Tu badigeonnes l'huile essentielle mélangée à de l'huile végétale sur le thorax et dans le haut du dos. Et là, c'est bon, tu peux passer l'hiver tranquille. Ouais, bien. Et enfin, je vais utiliser les baies pour faire ma boisson. De la bonne liqueur de myrte. Ça sent bon. Ah, le myrte, tout un poème. Et la liqueur de ces baies, une spécialité bien de chez nous. Elle se veut festive à l'image de ces randonnées de pleine nature entre amis, baignées de joie et d'insouciance. Vous savez, on dit souvent que le paysage influe sur les mentalités et les cœurs.
je crois cela vrai. Un paysage lugubre afflige, au contraire de ces anses paradisiaques aux couleurs toujours estivales. Elles inspirent la sérénité d'un horizon dégagé, bercé par la douceur de la vague qui caresse le sable. Tandis qu'en arrière du rivage, les premières collines suggèrent le mystère, la découverte de paysages encore inconnus. On s'y inventerait presque en naufragé, abordant une île déserte. Là, il est bien le coin. Ah, c'est plutôt très bien même. Ah oui, cette dune, elle est magnifique et remarquable à la fois parce qu'elle abrite une population de genévriers agrofruits. Regarde comme ils sont beaux. C'est superbe ces arbres, regarde tous ces troncs. Ouais. Pop, 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 il y en a partout. Tu sais, là, on pourrait faire une belle aquarelle. C'est joli ces troncs grisés. Ouais, c'est pas mal. Alors il y en a, ils sont assez remarquables. On dirait qu'ils sont secs, morts. Eh bien non, ils sont vivants. Tu vois, au-dessus, il y a de la verdure. C'est époustouflant. Ils sont tout entortillés. Et le lieu. Et on est bien là. Oh, regarde ça. Oui, dis-moi, on a affaire au chef de la dune, là, non? Ouais, là, Waouh! on a le maître de ces lieux. Il doit avoir plusieurs centaines d'années, celui-là. Ah oui, et puis là, je ressens l'énergie là. Pouf, à quelques mètres, se dégage une puissance de cet arbre. C'est extraordinaire. Regarde la taille du tronc. Il est énorme. Pop, 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 pop. Ah ouais, là, c'est énorme. Hein. On rentre carrément à l'intérieur de l'arbre. Ouais, et tu vois le tronc qui a été couché par le vent. Belle bête, hein? Il dit, ça fait un superbe abri, ça. Ouais. Je suis sûre qu'il n'y a même pas l'eau qui passe. Ouais, c'est magnifique, regarde. Il y a des branches qui sont toutes tordues. Et puis ça sent bon. Elles sont même torsadées. Tu sais, on dirait qu'elles sont toutes entrelacées. Ça sent bon le genévrier. Et regarde, la cime là-haut, c'est tout vert. Ah, ces petites aiguilles et ces petites feuilles. Ouais, là, j'ai une vue sur la mer. Pop, 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 pop. Tu sais qu'on dit que le genévrier a des propriétés chauffantes? Ouais. Il est très bon pour tout ce qui est infection urinaire, pour tout ce qui est trouble de la vessie, enfin tout ce qui se passe en bas du ventre, quoi. Alors pour les femmes, une certaine période du mois, ben c'est plutôt pas mal. Ouais, l'huile essentielle de genévrier, une des plus puissantes. Moi, tous les matins, je prends une cuillère de miel avec une goutte ou deux de l'huile essentielle de genévrier. Et hop, et après je suis en pleine forme. Ouais, c'est pour ça que tu es toujours... Ça, c'est mon arbre. Ouh. Oh, la belle place. Je vais prendre de l'énergie. Ouh, là, j'en prends plein le corps. Hein. Ouh. Il dégage une telle puissance. Là, tu es rechargé pour quelque temps. Hein. Eh ben, dis donc. Il est puissant. Hein. Alors, t'imagines, tous les genévriers que nous avons sur la dune, ils sont tous reliés entre eux par leur système racinaire. Eh oui, et je vais te dire même mieux. Là-dessous, sous nos pieds, sous le sable, il doit y avoir une racine énorme qui a 3000 ans à peu près et qui à chaque fois refait partir des troncs d'arbres qui vont sortir de la dune. C'est la racine mère alors. C'est énorme quand même. Hein. Et tous les arbres communiquent entre eux, à la fois les genévriers ou les autres arbres, par exemple en forêt de montagne, les sapins, dans les sapinières, ils vont communiquer entre eux. Les châtaigniers, les hêtres aussi dans les hêtraies. Et quand ces arbres sont agressés, eh bien, ils vont communiquer aux autres arbres leur agression. Par exemple, ici, dans la dune, imaginons qu'il y ait un troupeau de vaches qui arrive et ils vont commencer à brouter les petites aiguilles des genévriers. Une fois, deux fois, trois fois. Eh bien, l'arbre va se sentir en danger et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se protéger en dégageant une substance amère. Et bien sûr, tous les arbres vont faire de même puisqu'ils sont en communication. Et là, ben, les vaches elles vont revenir manger. Et là, elles ne vont pas supporter cette substance qui a une amertume assez puissante et elles vont s'en aller. Dis donc, la nature est bien faite. Ah, c'est la puissance de la nature. Hein. Eh oui. Ils sont vraiment jolis ces petits fruits. Et puis regarde,
notre beau genévrier, nous invite à faire une petite sieste sous ses branches, sous son épaule. Et Tu préfères pas plutôt un petit pique-nique? où tu vas? Bah viens, on va sur la plage. Attends. Un pique-nique. Voilà une belle idée. D'autant que le temps s'y prête à merveille. Ni trop chaud, ni trop froid. Oh là là, je vous envie, mes amis. Un vrai petit repas bucolique sur le sable doré par les rayons solaires face à la mer et à ses horizons lointains. Quelle chance! Quel cadre fantastique! Vous allez forcément vous régaler. Je me demande bien quel petit mets précieux renferme ce beau panier. J'en salive d'avance, surtout dans un tel décor. Parce que vous, je ne sais pas, mais moi, je trouve que le cadre est primordial lorsqu'il s'agit d'un bon repas. Et là, mes amis, le lieu est digne d'un véritable palace. Avec les doigts. Enfin, regarde. Oh, Dis, j'ai prévu les couverts en argent et tout. c'est magnifique. Un vrai panier de pique-nique. Ah oui. Pour un pique-nique digne de ce nom. Ah, le pique-nique. Tu sais que le pique-nique, c'est quand même quelque chose de très ancien. Ça remonte au XVIIe siècle. Mais oui. Pique, c'était pour le mot picorer, en fait. Tu sais, comme on voyait les poules qui picoraient les grains dans la basse-cour. Et nique, ça voulait dire des petites choses sans grande importance. Donc c'est littéralement picorer des choses sans grande importance que les amis rapportaient. Et le tout dans la convivialité. Là, en l'occurrence, c'est pas un petit pique-nique tout simple. Hein. Regarde tout ce qu'il y a. Saucisson, fromage, salade de fruits, pâté, gambas, Ah bah dis donc. encore des gambas. Et tu sais que le pique-nique est bien plus ancien. Oh, les petits gâteaux. Merci, merci. Mais c'est ce que je t'ai fait hier. Il est plus ancien, il remonterait au Moyen-Âge. On n'appelait pas ça un pique-nique, mais on appelait ça un repas champêtre. Et oui, parce que les paysans qui travaillaient la terre, ben, il fallait bien qu'ils s'arrêtent. Les pauvres, ils travaillaient quand même assez. Et donc, à midi, même, souvent c'était même un petit peu avant, ils s'arrêtaient pour faire un vrai repas. Et là, chacun emmenait ce qu'il avait. On pouvait emmener de la bouillie de céréales, un lapin, un faisan, de la viande. Et c'était un moment de partage, de convivialité. C'était un repas sacré. Regarde ça comme c'est joli. C'est vrai, hein? On dirait une peinture, hein? Tiens, une peinture du peintre impressionniste Manet. Déjeuner sur l'herbe. Tu vois, déjà au 19e siècle, on faisait des pique-niques. C'est dire si c'était culturel. Eh oui, on en retrouve partout, hein, des tableaux avec des pique-niques. C'est plutôt des natures mortes sur des nappes. On ne voit pas de charcuterie ou de fromage, mais on voit des poissons, des crustacés. C'est pas mal, c'est sympa. Dis-moi, c'est pas du pâté de faisan, ça, j'espère. Mais non, tu sais, moi et la chasse, je suis pas vraiment bon. Alors, tu pourrais même dire que je suis un chasseur du dimanche. C'est vrai qu'on était mieux attirés pas sur les assiettes au baltrap. Hein. Eh ouais, tu sais, Karine, Ouais. après avoir parcouru plusieurs continents, eh ben, moi, j'ai trouvé mon bonheur ici sur ma terre natale, tu vois. Mais moi, je te trouve très courageux. Ah, c'est gentil ça. Vraiment. Parce qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas faire ou aller. Elles sont là, elles ont peur de bouleverser leur vie. Elles ont peur de marcher vers le destin qui serait peut-être meilleur pour elles. Alors que regarde, la vie passe si vite. Ouais, c'est vrai. Il faut y aller, il faut faire. Et toi, c'est quoi ton bonheur? Moi, mon bonheur, c'est tout simple. C'est de vivre. De vivre une vie belle et forte. Tu vois, un peu à l'image de ce paysage qui nous entoure. Alors mangeons. Festoyons. Ça fait du bien. Après le végétal,
d'animal. Le saucisson, c'est pas très détox. Hein. Ouais. Le fromage non plus, mais bon, c'est bien pour le transit. Ça me manquait. Belle bégourine. Un lac en basse. Je parle avec le couteau. Wow. Genre un pirate. Le vrai bonheur est de vivre sa vie. Tu as raison, Karine, c'est exactement cela. Vivre la vie que l'on se choisit, avec ses moyens bien sûr, mais en devenant acteur conscient de son cheminement. Évidemment, choisir peut paraître difficile. D'innombrables épreuves nous attendent et les blessures peuvent être lourdes à surmonter. Mais dites-moi, mes amis, quelle serait notre chance au bonheur si l'on refusait de vivre? Assurément aucune. Alors oui, rien n'est facile, mais tout est possible. Ce sont en réalité nos peurs qui nous limitent le plus. Et à l'inverse, notre foi en nous-mêmes qui nous donne des ailes. Comprendre cela, c'est faire le premier pas vers le bonheur. Celui de vivre des choses imprévues, celui de se laisser surprendre, celui d'expérimenter la vie. Le sage dit « on ne choisit pas forcément l'expérience, mais la manière dont on la vit ». Le sage a toujours raison. Alors oui, mes amis, profitez de chaque instant et sachez rêver grand, aussi grand que vous le pouvez. Car je vous le dis en vérité, rien n'est trop grand, rien n'est trop beau pour celui qui a la foi dans ses capacités à faire et qui toujours se souvient de qui il est.